Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de 20h, le rattrapage. Durant cette demi-heure, nous allons parcourir ensemble l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine et un invité ce soir pour nous accompagner. Il s'agit de Jean-Louis Nambrini, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir. Délégué à l'éducation et au lycée. Merci de votre présence. Et justement, les lycéens, mais surtout les élèves de terminale avaient rendez-vous avec leur avenir cette semaine. Les élèves du bac ont commencé en début de semaine par l'épreuve de philosophie. Vous les découvrez notamment sur ces images réalisées à Bergerac en Dordogne. Et voici d'ailleurs quelques sujets proposés lors de cette épreuve. Jean-Louis Nambrini, je ne résiste pas à vous demander quel sujet vous auriez choisi à leur place. Alors regardez ces quelques propositions. Peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique? Le langage n'est-il qu'un outil? Ou que devons-nous à l'État? Quel aurait été votre choix? J'aurais hésité, mais compte tenu de mes responsabilités aujourd'hui, je dirais que devons-nous à l'État, pour montrer que nous devons beaucoup à l'État, mais beaucoup aussi aux démocraties territoriales. Vous avez donc 4 heures des épreuves du baccalauréat qui se sont déroulées sans heurts, malgré l'appel à la grève des professeurs pour protester contre la réforme Blanquer. Voyez ce reportage réalisé lundi matin à Brive. Distribution de tracts à l'entrée du lycée d'Arsonval à Brive. On n'est pas là pour empêcher quoi que ce soit, c'est simplement pour faire valoir nos revendications. Ce matin, une trentaine d'enseignants ont renoncé à surveiller l'épreuve de philosophie. Mais pas question pour eux d'empêcher les élèves d'entrer dans l'établissement. Une action soutenue par des lycéens, malgré le stress, à quelques minutes du début de l'examen. Ils ont quand même engagé des gens pour remplacer les profs absents, donc ça va rien changer. Ouais, le bahut a fait en sorte que le bac se fasse, quoi. En tout cas, je les soutiens, mais moi, je vais passer mon bac, parce que voilà. Ça va? Parce que c'est bon? Vous êtes prêts? Ça peut aller. C'est pas forcément le meilleur jour de ma vie, mais ça peut aller. Jean-Marc Chasseline enseigne l'histoire-géographie depuis 20 ans. Selon lui, passer le bac en contrôle continu renforce davantage les inégalités. Si votre établissement a une très bonne réputation, vous pourrez être pris dans les meilleures classes préparatoires. Et évidemment, à l'inverse, si votre établissement a une mauvaise réputation, vous serez cantonné uniquement à quelques débouchés. Dans la matinée, d'autres enseignements grévistes ont rejoint la mobilisation. Ils viennent du lycée voisin, Danton. Ils sont accompagnés de parents d'élèves qui avouent ne pas comprendre les enjeux de ces réformes. Je fais partie justement des parents qui sont perdus. Et donc c'est en allant à la rencontre des professeurs que justement on arrive à suivre un petit peu les dangers, les dérives de cette réforme. Le mouvement de grève n'est pas reconduit ce mardi. En Corrèze, plus de 2400 élèves passent le bac cette année. Alors Jean-Louis Nambrini, vous êtes vice-président à la région, chargé donc de l'éducation et des lycées, mais aussi vous êtes l'ancien recteur de l'Académie de Bordeaux. Vous connaissez bien ces questions. Est-ce que l'inquiétude des enseignants grévistes est légitime selon vous? Écoutez, toute inquiétude est fondée sur quelque chose. Ça ne s'exprime jamais gratuitement, une inquiétude. Mais je crois qu'il s'agit du baccalauréat et je ne pense pas que la réforme remette en cause le baccalauréat. Ni ce qu'il représente. On entendait dans le reportage des personnes qui s'inquiètent du fait que le contrôle continu signalerait l'origine d'un établissement et empêcherait la bonne orientation. On disait vers les classes préparatoires. Mais enfin, sait-on que l'orientation est faite bien avant le baccalauréat? Qu'elle se fonde sur le travail au cours de l'année, d'ores et déjà. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des réformes. On voit avec Parcoursup, que ça a inquiété bon nombre aussi de parents d'élèves qui se sentent perdus dans cette nouvelle réforme-là. On peut comprendre aussi, on l'a entendu lors de ce reportage, qu'ils ne savaient plus sur quel pied danser, tout Bien simplement. sûr, et c'est là que je voulais en venir. Je crois que la réforme, c'est le fond d'une réforme. Vous savez, tous les experts de l'éducation nationale savent que le baccalauréat, tel qu'il est organisé aujourd'hui, avec cette série d'épreuves qui mangent une grande partie du mois de juin, ne fonctionne pas bien. Vous savez qu'on fabrique 2800 sujets pour faire fonctionner ce baccalauréat. On est toujours sur le bord de l'abîme. C'est toujours très fragile. Il faut donc le réformer. Mais réformer, ça veut dire avoir une bonne méthode de réforme. Et quand on entend des parents d'élèves qui disent qu'il faut aller vers les professeurs pour comprendre ce qu'est cette réforme, c'est qu'il y a quelque chose qui a dysfonctionné dans la communication sur cette réforme. On ne peut pas séparer le fond et la forme.
pas plus pendant l'épreuve du baccalauréat que pendant qu'on est à l'exercice des responsabilités. Voilà en tout cas pour la mobilisation donc, des enseignants autour de la réforme du baccalauréat. Dans le même temps, à Poitiers, un job dating visant à recruter des professeurs était organisé. Un entretien express pour les diplômés de l'université qui n'ont pas forcément suivi de formation de pédagogie ni passé de concours d'enseignants. Et ce n'est pas sans susciter de remous auprès des syndicats. On regarde le reportage, on en reparle juste après. Ils sont une soixantaine et n'ont que 7 minutes pour convaincre. Ils ont des BTS, des licences ou des doctorats. C'est une première, un job dating, organisé par le rectorat de Poitiers et Pôle emploi. Objectif, recruter des professeurs contractuels pour la rentrée prochaine. Bon, je suis dans le domaine industriel depuis la sortie de mes études, tout ça. C'est pas forcément là où je m'épanouis le plus. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants quand j'étais jeune, tout ça. Donc pourquoi pas y retourner. C'est vraiment proposer ce qu'on sait faire de mieux et du coup, s'ils ont des disponibilités, s'ils recherchent ces matières-là, ces enseignants dans ces domaines-là, on fera l'affaire. Si les candidats saluent l'initiative, pour les professeurs titulaires et les syndicats, être enseignant ne s'improvise pas. Là, on est confronté à une interview de quelques minutes où on va collecter les infos de base sur le candidat pour lui dire ensuite, c'est génial, vous avez fait des sciences économiques, vous irez faire des maths en collège. Et là, on va les mettre tout nus, j'ai envie de dire, devant des élèves d'ici quelques mois. Et effectivement, le risque, c'est une grande souffrance professionnelle, mettre les élèves en difficulté et dégrader le service public d'éducation. Selon les syndicats, les futurs contractuels auraient tort de faire une confiance aveugle à l'administration. Sud Éducation a distribué des tracts indiquant les principaux points à surveiller au moment de la signature. Essayez de négocier au maximum un contrat qui prenne en compte les périodes de vacances parce que sinon ils vont vous faire des petits bouts de contrat avec 15 jours de pause et vous réembaucher après. Pas de contrat signé au cours de ce job dating, mais plutôt la constitution d'un vivier. Selon le rectorat, les principales matières recherchées sont l'éducation physique, l'allemand, la technologie, les lettres et les sciences. Jean-Louis Nambrini, tout le monde peut être enseignant selon vous? Non. Alors, tout le monde ne peut pourquoi pas ce job être dating? Peut-être que... Alors, il s'agit là, si j'ai bien compris, d'un pré-recrutement. En tout cas, moi, quand j'étais aux responsabilités, je veillais à ce que les vacataires, parce que nous avons besoin de personnel vacataire pour faire face à des besoins de remplacement dans des disciplines déficitaires, etc. Je veillais à ce que les inspecteurs pédagogiques régionaux voient les enseignants, veillent à leur formation et à leur accompagnement pédagogique. Il est évident qu'une séance comme celle-ci ne suffit pas à déterminer si une personne est capable d'enseigner ou non. Mais dans la forme, justement, est-ce que ça ne désacralise pas justement le rôle d'enseignant, ces entretiens express, 3 ou 4 minutes pour Vous voulez mon convaincre? avis, je ne suis pas chaud partisan de ce genre de dispositif. Voilà, mais je crois qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à cette forme-là, dans la mesure où il y a à l'arrière-plan, et je n'ai eu l'occasion d'en parler avec le recteur de l'académie concernée, et évidemment, derrière, il y a tout le processus classique de mise en œuvre du travail de ces vacataires. Alors nous allons parler à présent de mixité sociale avec cette problématique à Limoges où il n'existe pas de carte scolaire. Pour le primaire, les parents d'élèves peuvent envoyer les enfants dans les établissements qu'ils souhaitent. Problème, donc cela crée de quelques ghettos sociaux dans certains quartiers de la ville. On regarde le reportage. Bientôt la fin des cours pour ces élèves qui étudient au collège Ronsard, près du quartier de la Batide à Limoges. Un établissement qui est fréquenté par des jeunes issus de classes sociales défavorisées. Beaucoup ont des difficultés et les profs ont bien du mal à créer une véritable dynamique d'apprentissage. Cette dynamique est plus facile à créer quand on a un groupe qui est varié, avec des gamins qui ont des profils divers, que lorsque le groupe est à 80 ou 90% constitué d'élèves qui sont en difficulté scolaire, qui sont en rupture d'apprentissage. Limoges possède une particularité. Il n'existe pas de carte scolaire dans le premier degré, si bien que vos enfants peuvent aller dans l'école qui vous arrange le plus. Quand ils passent au collège, vous pouvez être tenté de demander une dérogation. Pour la municipalité, pas question de recréer une carte scolaire pour les écoles primaires, car il ne serait pas prouvé qu'une resectorisation garantisse la mixité sociale. Par la sectorisation, on fige les familles, les populations dans un quartier donné. La famille n'a pas la possibilité à ce moment-là de choisir l'école qu'elle souhaite et il y a une concentration donc, dans la même école. On pourrait parler à ce moment-là de ségrégation scolaire, de populations
en situation de fragilité. Un argument qui ne tient pas pour le sociologue Choukri Benayed. Pour lui, la carte scolaire est une solution parmi d'autres pour réintroduire de la mixité sociale. Dès qu'on change des habitudes, on se confronte à des habitants mécontents, à des levées de boucliers. Effectivement, modifier des habitudes est un coût politique, mais il faut savoir quel est l'objectif visé et à terme réduire la ségrégation ou bien satisfaire une certaine attente des familles, parfois contraire avec cet objectif. Malgré tout, la ville de Limoges a lancé un programme de rénovation du quartier de la Batide pour y introduire plus de mixité. De nouveaux habitants et des élèves qui grossiront peut-être les effectifs du collège tout proche, à moins qu'ils ne décident eux aussi d'aller étudier ailleurs. Jean-Louis Nambrini, pour ou contre cette fameuse carte scolaire ? Écoutez, au collège et au lycée, il existe une carte scolaire avec dérogation possible. Moi, je suis plutôt favorable à ce dispositif. En primaire également ? En primaire également, mais évidemment, cela ne suffit pas à établir la mixité. Or, la mixité est absolument indispensable pour la réussite de tous. Pour des élèves des milieux favorisés, se confronter à d'autres milieux, c'est une belle école de la vie. C'est nécessaire. Mais l'essentiel, c'est l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on met en place pour accompagner les élèves en difficulté, les élèves qui ont des besoins culturels, qu'ils n'ont pas dans leur famille. Au lycée, par exemple, c'est un des axes les plus importants du Conseil régional. Nous avons mis un dispositif d'aide gratuit aux devoirs pour que tous les élèves, y compris et surtout ceux qui sont des milieux défavorisés, puissent bénéficier d'une aide. Nous avons des aides culturelles, nous avons des aides aux projets pédagogiques. Donc c'est comment les politiques autour de l'école aident l'école à s'en sortir. Et si le lycée s'en sort bien, eh bien, on retrouve son pouvoir d'attractivité. Les cartes, finalement, avec des interdits, avec des assignations à résidence, comme disait un jour un ancien ministre de mes amis, ça ne fonctionne pas complètement. On est dans la guerre de religion. Voilà. Personnellement, je suis plutôt favorable à la carte. Mais quand même, on ne peut pas forcer les familles à mettre leur enfant strictement dans une école donnée. Alors c'est l'une des compétences justement de la région. Pour les lycées, la construction ou l'entretien des établissements. Nous partons en Charente, à Lys d'Espagnac, découvrir la construction d'une école primaire d'un nouveau genre puisque les matériaux utilisés sont entièrement écologiques. On regarde. De la paille dans les murs. Non, ce n'est pas la construction d'une ferme en pleine campagne, mais d'une école dans l'agglomération d'Angoulême. Près de 500 bottes sont nécessaires. Elle est déjà taillée en fonction de l'ossature, donc on a juste à l'insérer. Après, entre les bois, nous on rajoute de la laine de bois pour faire la continuité. Ça va se faire de plus en plus, je pense. Après, c'est les nouveaux matériaux qui sont anciens, parce que ça, on n'a rien inventé. Vient ensuite la pose de l'enduit. Là encore, à base de produits naturels, de l'argile et du sable. 1500 mètres carrés pensés et réfléchis pour être le plus écologique possible. Alors on a donc une façade ouverte au sud à l'arrière, une façade nord ouverte et en plus on complète ça par un système de puits de jour central dans toutes les salles qui est occultant, donc on peut le fermer, mais qui apporte une lumière constante toute la journée, c'est-à-dire qu'on ne recourt pas grâce à ça à l'éclairage artificiel. Un projet à presque 5 millions d'euros financé par la mairie, la région et l'État pour remplacer la vieille école des années 70, trop coûteuse à rénover. Autre dispositif écolo, sur les toits, des panneaux photovoltaïques et une partie végétalisée. Un respect de l'environnement, synonyme aussi d'économie. Les élus ont choisi de construire une école dite BEPOS, un bâtiment à énergie positive, de façon à ce que, on n'ait plus de charges financières sur les fluides, le chauffage, l'électricité pour cette école. Ouverture prévue en 2019, après les vacances de Toussaint. Voilà, il existe 295 lycées publics en Nouvelle-Aquitaine. Difficile de tous les rénover à la mode écologique. Pourtant, c'est un axe de réflexion à la région ? C'est un axe essentiel. Nous construisons des lycées neufs. Les deux derniers qui ont été construits dans la région Aquitaine, le lycée dans la banlieue de Bordeaux, le nom vous échappe. Le nom m'échappe là. Le lycée Vaclav Havel est un lycée à énergie positive.
il produit plus de kilowatts qu'il n'en consomme. C'est à Bègle, visiblement. Pardon ? C'est le lycée de Bègle, bien sûr. Et le nouveau lycée de Bergerac, Hélène Duc, également est à énergie positive. Ça, c'est les lycées du futur. Ah, ce sont les lycées du futur. Je me retrouve complètement dans ce reportage. Nous rénovons entièrement un lycée à Felletin, en Creuse, et nous voulons qu'il soit à la fois porteur des nouvelles technologies dans le domaine de l'utilisation des matériaux que nous voyons là, biosourcés, hein, et nous voulons aussi qu'il soit le lycée de la rénovation du patrimoine. Mais l'accès aux nouvelles technologies, tout ce que nous faisons doit être à énergie positive aujourd'hui. Donc, voilà. Et nous investissons 1,2 milliard dans nos lycées. 200 millions de plus que ne le faisaient les 3 anciennes régions réunies, avec cet objectif premier, qui est celui, évidemment, de nous adapter aux conditions de demain, économiser d'énergie, tout en vivant mieux et dans le meilleur confort. Parlons emploi. Maintenant, à la croisée de la Haute-Vienne et de la Dordogne, la filière cuir n'en finit pas de se développer et d'embaucher. Dernièrement, c'est le groupe Hermès qui a annoncé vouloir créer une centaine d'emplois d'ici 2022 à Saint-Junien. Exactement, on regarde le reportage. Ils avaient commencé à 30 salariés, ils sont aujourd'hui 130. Et d'ici fin 2022, chez Hermès, ils seront encore plus. On nous a annoncé qu'il y aurait environ une centaine de créations d'emplois, donc je table déjà là-dessus. C'est ce qui avait été fait la première fois, c'est ce qui, je pense, sera fait la deuxième fois. Ce qui veut dire qu'on va arriver sur un potentiel de plus de 250 personnes sur ce site-là. C'est quelque chose de particulièrement important. La communauté de communes consolidera ainsi la vocation cuir du bassin de Saint-Junien. Il y a eu ici des milliers de salariés qui vivaient de cette activité, ce n'est plus le cas. Alors aujourd'hui, les acteurs de la Cité du Cuir, en projet sur les bords de Vienne, se réjouissent. C'est effectivement très intéressant pour nous et puis ça valorise et ça va drainer peut-être l'installation d'autres entreprises, de designers, d'artisans. Le but, c'est de créer une sorte d'émulation, un territoire d'expérience autour de ces métiers du cuir. À la clé, une opération immobilière devrait se faire, un échange entre la Cité du Cuir et les actuels bâtiments d'Hermès. Si nous avions dû rénover le grand bâtiment où va aller la maison Hermès, on était sur un projet à hauteur de plus de 4 millions d'euros, rien que de rénovation sur la Cité du Cuir, en dehors de la scénographie. Là, on est sur, une fois que toutes les transactions seront finies, sur une somme bien inférieure, donc ce qui va nous réaliser des économies conséquentes sur le projet de Cité du Cuir. Hermès a l'habitude de former longuement ses salariés, si bien que les premières démarches avec notamment Pôle emploi pourraient se faire prochainement. Mais ici, personne ne souhaite tout dévoiler. Le groupe de luxe veut rester discret pour le moment et Pôle emploi aussi. Jean-Louis Nambrini, un mot sur cette filière cuir dont la région est artisan en la matière. Ah oui, je dirais même que cette dynamique, on devrait le dire, c'est le fruit d'une politique régionale que porte Alain Rousset. Comment, sur nos territoires, nous valorisons les formations qui vont, à la fois, on le voit ici, se fondent sur une tradition et se fondent sur le futur. La filière cuir chaussures qui représente 3800 salariés en Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui. 3800 salariés, et nous venons d'inaugurer le campus des métiers du cuir et du luxe, qui a son siège à Thiviers, en Dordogne. Jean-Michel Blanquer était présent, et Alain Rousset a pu présenter au ministre toutes les entreprises qui bénéficient de cette politique. Donc là, moi je suis particulièrement attentif. Les campus des métiers et des qualifications que l'on crée sur le territoire, sur les domaines porteurs, l'aéronautique, là, les métiers du cuir et du luxe, évidemment, c'est l'axe essentiel de notre politique. Voilà là aussi des éventuelles retombées en termes d'emploi. Au salon aéronautique du Bourget, justement, qui s'est déroulé cette semaine, une drôle de ballon dirigeable a été présenté. Il permettrait de transporter des marchandises. La nouvelle entreprise s'installera en Nouvelle-Aquitaine, peut-être d'ailleurs en Libournais. On regarde. Ce n'est encore qu'une maquette de dirigeable stylisé pour préserver ses innovations des regards indiscrets. Mais en 2022, ce dirigeable géant, capable de transporter 60 tonnes de marchandises, volera dans le ciel de Nouvelle-Aquitaine. Rempli d'hélium, un gaz inerte, il pourra se rendre dans les zones difficiles d'accès pour livrer ou emporter du fret sans avoir à se poser. Un concept répondant à l'origine aux besoins d'exploitation de la forêt.
Ce projet est né d'une discussion avec l'ONF, l'Office national des forêts, qui a besoin d'aller chercher plus de bois dans nos forêts publiques, mais qui a régulièrement des difficultés d'accès à la ressource. Et donc tout ce programme aéronautique est né de ce constat de dire on va proposer une solution qui va permettre d'accéder à la ressource forestière, d'aller chercher le bois en forêt directement sans se poser, sans tracer des routes, sans encombrer les routes avec des camions grumiers, et d'amener directement le bois aux scieries. Pouvoir déposer ou embarquer du fret sans se poser, un concept applicable dans de nombreuses situations, qu'il s'agisse d'urgence sanitaire ou d'implantation d'outils industriels. Et c'est en Nouvelle-Aquitaine que sera basée l'unité de production et d'essai de ce géant désert. On verra régulièrement, fin 2022, déjà le premier dirigeable qui sortira de l'usine pour son vol inaugural, et je pense que ce sera déjà un grand événement. Et puis derrière, si tout se passe bien, des sorties relativement régulières de dirigeables pour se diriger vers différentes missions sur l'ensemble du continent européen. 2 sites d'implantation en Nouvelle-Aquitaine sont à l'étude. La décision sera annoncée d'ici quelques semaines avec à la clé la création de plus de 200 emplois directs capables de produire plus d'une centaine de dirigeables géants dans les 15 prochaines années. Voilà, c'est la force de la Nouvelle-Aquitaine, rétablir des filières oubliées comme le cuir qu'on vient de voir, mais aussi réussir à attirer des entreprises innovantes. Oui. Et est-ce qu'on aurait aujourd'hui ce projet-là s'il n'y avait pas eu à l'amont ce magnifique projet d'Aérocampus qui a redonné à cette région, et notamment à la métropole bordelaise, qui a redonné cette force autour de l'aéronautique. Tranquillement, ce savoir-faire s'était endormi, caché dans les forêts, comme dit Alain Rousset, et là c'est ressurgi. Et un projet comme celui-ci ne serait jamais venu dans cette région s'il n'y avait pas toute cette dynamique autour de la filière aéronautique portée par la politique régionale. Sans transition, elles infestent les matelas et sont particulièrement résistantes. Les punaises de lit envahissent notre quotidien. Regardez ce reportage réalisé à Limoges. Il a particulièrement retenu votre attention sur les réseaux sociaux. C'est donc l'Instant Web. Voilà, à défaut d'adopter des punaises de lit, pourquoi pas adopter des poules pondeuses. Une association propose de sauver de l'abattoir ces gallinacées devenues moins productives. Voyez ce reportage réalisé à Châteauneuf, en Charente. Ils sont venus en sauveur. 5 € pour qu'une poule échappe à une mort certaine à l'abattoir. Les candidats ont parfois mis les gros moyens parce que les œufs frais, c'est aussi un argument pour sauver ces poules. Vous en avez acheté combien là, monsieur? Moi, 25. 25 hein. Et vous comptez en faire quoi? Je vais faire prendre. Où est-ce qu'elles vont loger? 25, c'est beaucoup? Ah non, j'ai un grand prêt où elles sont à l'air libre, moi. On a fait un enclos pour elles, elles sont prêtes à être accueillies, les enfants sont contents parce qu'il va y avoir des œufs. Ici, le principe semble arranger tout le monde, à commencer par ceux qui les achètent. Elles sont déjà moins chères, elles prennent un petit peu moins, mais ça nous suffira, quoi. C'est vrai que ça évite qu'elles soient à l'abattoir. En 2 jours, l'association va écouler 1400 gallinacées réformées parce que leur régime de poules pondeuses est à la baisse. Pas de quoi s'alarmer, ces poules ne se contenteront pas de faire de la figuration comme de simples animaux domestiques. Quand elles vont partir chez le particulier, en fait, le changement d'alimentation va beaucoup jouer, le changement d'environnement, ça va jouer et elle va passer à 6 œufs par semaine, 5-6 œufs par semaine. L'association qui gère la vente des poules ne travaille qu'avec des élevages de plein air. Pour le propriétaire des lieux, c'est une opération rentable. Les poules sont payées plus cher que par un abattoir. C'est aussi un soulagement pour une question toute personnelle. Ça me faisait vraiment mal au cœur. J'aime tellement les animaux que je ne peux pas savoir que le lendemain je ne les reverrai plus et qu'elles seront dans des pâtés pour chiens ou autre chose. Non, ça c'est pas mon optique.
La vente affiche complet. La plupart des poules ont été réservées et payées par le biais du site internet de l'association Poules pour tous. Voilà une nouvelle vie pour ces poules pondeuses, Jean-Louis Nambrini. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je leur souhaite une fin de vie très douce. Voilà, elles nous ont donné des œufs, qu'elles aient une vie paisible. C'est très bien et c'est dans l'air du temps de se préoccuper du sort des animaux. Exactement. Alors nous vous emmenons à présent sur les toits de la cathédrale Saint-Front de Périgueux, fermée au public depuis plus de 40 ans. Des visites sont désormais possibles depuis le début de la semaine et ce sont surtout les Périgourdins qui ont joué au curieux. On regarde. Plus que quelques marches à gravir pour enfin admirer cette vue. Les toits de la cathédrale Saint-Front à nouveau accessibles au public pour le plus grand plaisir des touristes. J'étais déjà venue quand j'étais très jeune, on pouvait venir de manière un peu sauvage. Et puis là, je suis contente que tout le monde puisse en profiter, voilà, c'est tout. 40 ans de privation, enfin on peut visiter les dômes de notre cathédrale et voir notre ville en prenant de la hauteur. Une architecture impressionnante dont plus de 50 personnes ont déjà pu profiter. Ces visites, organisées depuis le début de la semaine, sont prises d'assaut par les habitants. Les Périgourdins étaient un petit peu frustrés de ne plus monter sur les toits de la cathédrale. Donc ça fait très longtemps qu'ils attendent de pouvoir réaccéder autour de ces coupoles et d'avoir une vue imprenable sur Périgueux, puisqu'on a quand même Périgueux à nos pieds quand on est ici. Redécouvrir sa ville, reconnaître ses rues et ses passages et des endroits familiers. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que ma cuisine est juste là. Ça fait quoi de voir la Périgueux comme ça ? J'ai l'impression d'être chez moi, tout simplement. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Car plus qu'une vue imprenable, c'est aussi l'occasion de découvrir les secrets de cette cathédrale, tout en sillonnant au cœur de la forêt de ses 17 clochetons. Là, on est sur la partie de transition entre les deux styles architecturaux des deux églises. Près de 160 places ont déjà été réservées jusqu'à la fin du mois. Pour juillet et août, il sera bientôt possible de s'inscrire auprès de l'Office de tourisme. 6 €, c'est le coût de cette découverte de Périgueux vue du ciel. Voilà pour l'une des merveilles de la région Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes élu, vous étiez recteur de l'Académie de Bordeaux. Vous avez pu, j'imagine, à travers vos déplacements, découvrir cette région de Nouvelle-Aquitaine. Comment vous la définiriez, justement, cette région ? C'est une région, on l'a vu dans les reportages, qui est porteuse des nouvelles technologies, de l'avenir. Et en même temps, elle est enracinée dans le plus profond Moyen-Âge. Vous voyez, Saint-Front, l'art roman qui est si varié, qu'on soit en Lot-et-Garonne, à Moirax, qu'on soit à Surgères, partout il y a des merveilles différentes qui montrent que cette culture est très, très solide. Et évidemment, je suis ravi d'être dans cette région, qui est la plus belle de France. Allez, un peu de chauvinisme ne fait jamais de mal. C'est la tradition, Jean-Louis Nambrini. Dans cette émission, on vous demande une image qui a retenu particulièrement votre attention, une actualité présentée lors de cette émission. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il faut se rappeler du baccalauréat. Du baccalauréat. Voilà, et de la première épreuve peut-être, de philosophie. Et une pensée pour tous ces bacheliers qui ont terminé ou qui auront peut-être des épreuves encore la semaine prochaine. Bien sûr, qui ont encore des épreuves. Vous savez, quand on voit tous ces jeunes, vous savez, le baccalauréat, c'est d'abord un rite de passage. Et au fond, c'est un des derniers rites. Beaucoup de rites ont disparu. Il reste celui-ci, et c'est peut-être pour ça que l'inquiétude qu'on évoquait en début d'émission est si forte. Et moi, je me souviens très bien de mon baccalauréat. S'il y a un examen dont on se souvient, c'est celui-ci. C'est celui qui va vous permettre de quitter la maison, d'aller vers l'inconnu, de dépasser sa petite ville pour aller vers l'université, une ville plus grande. C'est son premier rendez-vous avec l'âge adulte, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Ce que vous avez dit en introduction, voilà. Et moi, quand je regarde ça, je me rappelle Lamartine et j'ai envie de dire autant suspends ton vol parce que j'aimerais bien repasser le baccalauréat. Alors ainsi s'achève cette émission, Jean-Louis Nambrini. Merci d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine délégué à l'éducation
et au lycée. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. À très vite.